Genre personne n'arrive à réussir du premier coup et il faut arrêter de croire, enfin Oussama dit ça, que ta première œuvre doit être ton chef-d'œuvre. Ça n'existe pas, tu vois, genre c'est une aberration complète et il faut arriver à se détacher de ce truc pour pouvoir se lancer et se planter ou pas. Si ça se trouve, tu vas y arriver du premier coup, mais tu n'y arriveras pas du premier coup s'il y en a jamais, quoi. C'est pas les idées qui manquent pour se faire un peu de thunes en bossant beaucoup, tu vois. Et une fois que t'as accumulé 800 balles, bah tu t'achètes, t'investis dans un petit truc. Enfin, ça demande de savoir prendre des risques, ça demande d'être un petit peu ingénieux. Mais je crois fondamentalement qu'avec un smartphone aujourd'hui, tu peux commencer à faire des business qui sont vraiment intéressants. Je pense que le développement personnel n'est pas une solution à des problèmes psychologiques. Et des problèmes psychologiques, c'est pas, t'es pas fou. T'as des problèmes psychologiques qui sont liés à ton passé, qui sont liés à ton histoire. Et il faut les régler. Sinon, t'avances pas, t'es coincé, genre, c'est terrible. On était trop bien, t'es en mode ouais, on a des retours trop cool, ça fait comme la radio. Tant pis, on fera France Inter une autre Voilà, fois. on s'entendra sur les roches quoi. Comment ça va du coup? Et bah ça va et toi? Ça va bien, je te remercie encore de m'accueillir à Jeux Family. Parce que je t'avais croisé, je t'ai fait hey, mec, je fais un podcast, t'as dit de m'interviewer. Et toi, tu m'as dit ouais, vas-y, si tu veux, envoie-moi un mail. Et du coup, on est là à Jeux Family, c'est cool. Bah, je suis très content aussi, c'est cool que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais rapidement? Alors, donc je m'appelle Valentin Richard, je suis le CEO d'une boîte qui s'appelle Coup d'État. En gros, Coup d'État, à la base, c'est une formation à l'entrepreneuriat qui a été créée par The Family, donc qui est une sorte de communauté d'entrepreneurs qui accompagne les entrepreneurs qui sont très ambitieux à grossir le plus vite possible. Et il y a 5 ans, ils ont créé une formation qui s'appelait Coup d'État et qui avait pour vocation de montrer aux gens quelles étaient un peu les bonnes pratiques et les erreurs à éviter quand on se lançait dans l'entrepreneuriat. Et ça a duré 2 ans cette formation, et puis au bout de 2 ans ils l'ont rendue gratuite en ligne avec des vidéos. Ça a continué à tourner et 3 ans plus tard je suis arrivé pour reprendre en fait Coup d'État et en faire une boîte à part entière. Donc maintenant ça fait 1 an que j'ai repris cette boîte là et qu'on fait grossir le truc, et donc on produit des contenus vidéo en fait pour apprendre aux gens à entreprendre en quelque sorte, mais surtout montrer un peu la réalité de l'entrepreneuriat et expliquer que tout n'est pas comme dans les histoires qu'on raconte dans la presse et qu'il y a une réalité derrière et qu'il faut arriver à comprendre cette réalité si on veut se lancer pour de vrai. N'hésite pas à mettre bien près du micro, parce que Ok, après, voilà, ça marche. le son radio sera pas là. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à la tête de Coup d'État? Parce que je suppose que tu viens pas comme ça en mode bonjour, j'aimerais bien être CEO, comment ça se passe? Bah, à la base, avant Coup d'État, j'étais associé dans une start-up qui s'appelait Menu Next Door, qui était une food tech en fait. Donc on avait des particuliers qui cuisinaient chez eux et d'autres gens qui venaient prendre les plats à emporter. Et donc cette boîte-là a bien marché, on a fait grossir ça très très vite au départ, on a levé 5 millions d'euros, on a ouvert dans 3 pays, on avait une équipe de 25 personnes à un moment, et puis ensuite on a dû fermer 2 pays, se séparer de 90% des gens de la boîte, et c'était un peu compliqué émotionnellement. Je suis parti à ce moment-là, et en fait il s'est passé 1 an et demi où j'ai un peu cherché ce que je voulais faire, quel type de boîte je voulais relancer, parce que j'étais assez convaincu que je voulais relancer une boîte, ça c'était une certitude. Par contre, quoi, je savais pas vraiment. Et comment j'en suis arrivé à Coup d'État, en fait il y a eu la soirée des 50 de Family. Donc The Family a accompagné déjà Menu Next Door en fait, était au capital de Menu Next Door et nous accompagnait déjà dans l'aventure Menu Next Door. Quand je suis parti de la boîte, The Family a continué à me suivre, et dans tous les projets que j'ai lancés un peu à droite à gauche ils étaient là. Enfin, je me suis jamais vraiment séparé d'eux. Et à la soirée des 50 de Family, qui était une espèce de méga teuf improbable, avec des gens qui jouaient du tambour, et ils avaient loué un musée, enfin genre vraiment c'était assez exceptionnel. J'ai fini la soirée en fait chez Oussama, chez lui à 3h du matin, et je lui ai dit écoute, je suis un peu en quête d'opportunités, qu'est-ce que tu peux me proposer? Et on s'est vu le lundi qui suivait, on était le samedi, on s'est vu le lundi qui suivait, et il m'a dit écoute, j'ai des trucs à te proposer. Et une des choses qu'il m'a proposé, c'était de reprendre Coup d'État, de relancer ce truc-là et d'en faire un vrai produit, d'en faire une vraie expérience d'apprentissage pour répondre en fait aux besoins de tous les gens qui regardaient déjà Coup d'État, les anciennes vidéos d'il y a 5 ans. Il y avait des gens qui s'étaient jamais arrêtés de regarder, et moi j'ai dit mais oui, moi j'ai été pas élevé à Coup d'État, mais si tu veux, ça a fait une bonne partie de ma culture entrepreneuriale.
je viens pas du tout d'un milieu où les gens sont entrepreneurs. C'est presque un gros mot, tu sais, dans ma famille d'être entrepreneur. C'était compliqué de choper les bons réflexes et tout ça. Et quand j'ai découvert Coup d'État il y a 5 ans, ça a changé fondamentalement ma vie, tu vois, genre vraiment mon approche des choses, mon approche de la création de boîtes et tout ça, tout a changé. Et donc je me suis dit, ok, moi je veux faire une boîte avec ça et je veux donner l'opportunité à plus de gens d'avoir accès à ce contenu qui est gratuit pour la plupart. Je veux donner l'opportunité à plus de gens de pouvoir changer leur vie comme je l'ai fait. Je dirais de manière très corporate, de faire le coup d'état de leur vie, tu vois. Genre vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Genre il y a un enjeu qui est très très fort, une mission qui est extrêmement, je trouve, noble, et reprendre ça et être en charge de la croissance de ça, ça m'a excité tout de suite, tu vois. J'ai dit oui, vas-y, go, on signe, quoi, c'est parti. Et comment tu as découvert ce monde de l'entrepreneuriat? T'as fait un parcours classique, c'est ça? J'ai fait un parcours classique, je sais pas s'il y a des parcours classiques, ça, mais Grande école, tu vois, grand diplôme, bachelor, ouais, tout ouais, ça. ouais, non, pas Non. du tout, du coup, pour le coup, pas du tout. Enfin, j'ai eu mon bac. Ensuite, je suis allé faire une école qui s'appelle la Web School Factory, et qui est une école de management, en gros, par le numérique, qui est une très bonne école, big up. Mais bon, c'était une école qui était en 5 ans, j'ai fait 2 ans, et au bout de 2 ans, j'ai arrêté parce que j'avais une trop forte envie d'aller monter des boîtes. J'étais probablement un peu impatient, je dis probablement, j'étais complètement impatient, et j'avais besoin de partir en fait. J'étais plus bien à l'école, dans le bac à sable qui représente l'école, et j'avais besoin de prendre des risques en fait. Genre, j'avais besoin si je voulais monter une boîte et que j'avais pas le risque de me casser la gueule derrière, j'arrivais pas à trouver la force et à puiser la force en moi pour aller construire le truc. Donc j'ai quitté l'école et je suis parti bosser chez The Family en fait. Et donc ouais, mon parcours c'est ça, c'est que j'ai été à l'école toute ma life, j'ai fait un peu de trucs à droite à gauche, j'ai lancé des projets, j'ai beaucoup codé, j'ai beaucoup fait de trucs comme ça à côté des cours jusqu'à la fin du lycée. Et puis post-lycée, Web School pendant 2 ans, et puis ensuite The Family pendant 2 semaines, et puis je suis parti chez Menu Next Door dans la foulée. Donc ouais, c'est un parcours où... Ouais, c'est assez étonnant, c'est assez... genre quand je le regarde avec du recul, tu vois, genre c'est assez bizarre parce que j'ai des phases très longues où je m'accroche à des certitudes, et j'ai des phases où tout d'un coup je vais prendre 5 opportunités qui s'enchaînent les unes avec les autres et ça m'emmène complètement ailleurs, et c'est souvent les meilleurs moments, tu vois. Et je pense que là maintenant tout mon travail il est d'arriver à choper le plus d'opportunités possible constamment, et de pas se dire ouais non je vais pas le faire parce que X, parce que Y, de se dire ok vas-y go, on le fait, on y va et on voit où ça nous mène, tu vois. Et je pense qu'il y a un côté à se laisser porter pour construire un parcours qui est important. Et j'essaie de faire ça, quoi. Et c'est hyper dur. Genre vraiment, c'est très très difficile d'arriver à se convaincre et de se persuader soi-même que c'est possible, tu vois. Et c'est quoi que t'aimes dans ce monde d'entrepreneuriat? Ce que j'aime dans ce monde, c'est un truc que je dis souvent et qui est un peu con. C'est que j'ai toujours été fasciné par les gens qui font des trucs. Tu vois, genre les gens qui se bougent, qui construisent. Il y a un côté à construire que j'aime beaucoup. Euh, il y a probablement un côté à construire un truc plus grand que soi, et tu sais genre construire, peut-être il y a quelque chose de après sa mort aussi, tu vois. Il y a un côté gloire, il y a un côté on parle de toi, il y a un côté t'as un impact sur le monde, enfin voilà. Moi j'ai toujours été fasciné par ouais, les gens qui se bougent et qui accomplissent leurs rêves, et les gens dont on parle en fait de manière générale, tu vois. J'ai toujours voulu être un peu différent des autres, genre il y a toujours eu une espèce de singularité. Je pense que c'est un petit peu générationnel, qu'il y a plein de gens à qui on a dit dans leur enfance qu'ils étaient spéciaux, et puis bon bah tu t'es construit avec ça, maintenant qu'est-ce que tu vas en faire, tu vois. Je pense que personne n'est spécial maintenant avec le recul, mais en tout cas tu te construis là-dessus, donc c'est compliqué de s'en détacher. Et ce que j'aime dans des milieux comme l'entrepreneuriat, bon, c'est un milieu qui est très large. Là, Ouais. moi, je traîne beaucoup chez The Family et dans ce cercle-là, mais c'est que en fait, tu retrouves des gens qui osent rêver, qui refusent qu'on leur dise que leurs rêves sont inaccessibles, et, et qui se donnent les moyens d'accéder à leurs rêves, tu vois. Et pour de vrai, genre ils y vont, et ils testent, et ils se plantent, et ils recommencent, et ils pleurent, et ils viennent te voir, et ils pleurent dans tes bras, et t'es là en mode ouais mais je sais, c'est dur pour moi aussi, t'inquiète. Et puis en fait tu te bats, et puis 2 semaines après avoir pleuré, tu pètes le champagne, et tout le monde est hyper content, et ça rigole, et ça n'arrête jamais en fait. C'est un monde qui est rempli d'émotions complètement, où les gens sont des acharnés de travail, des fois peut-être trop, tu vois, mais en tout cas genre
t'en tires une satisfaction qui est extrêmement grande parce que tu côtoies des gens qui avancent, qui changent leur propre statu quo et même le statu quo extérieur quand ils arrivent à avoir un minimum de succès, tu vois. Genre, tu es dans un milieu qui est en constant changement et je pense que c'est un des trucs que je cherche dans ma vie, tu vois. Genre, je cherche du changement régulier parce que j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de savoir que j'avance, j'ai besoin de voir plein de choses. Apprendre, c'est le truc qui me fascine le plus et je me retrouve dans ce milieu-là, au milieu de gens qui sont tous hyper intelligents dans leur domaine, tu vois, et même de manière générale. Et en fait, tu peux apprendre de ces gens-là en tant qu'éponge émotionnelle, je m'amuse beaucoup avec ça, tu vois, c'est super. Ah ouais, justement, tu fais des interviews, même des podcasts pour Coup d'État. Est-ce que du coup, tu apprends encore des choses Ah mais dans ce qu'ils te j'apprends disent? constamment des choses, genre c'est Ou tu fais ah ouais, ça, t'as raison. ouais, ça c'est vrai. Non mais c'est fou parce qu'en fait la raison pour laquelle on fait Coup d'État, une des raisons en tout cas pour lesquelles j'avais envie de lancer Coup d'État, c'est qu'en fait entreprendre, c'est une série de décisions difficiles à prendre, tu vois, genre c'est que ça, genre c'est juste est-ce que tu prends cette décision, est-ce que tu exécutes cette décision jusqu'au bout et tu recommences. Et en fait, je trouve ça hyper difficile de prendre constamment des décisions et de s'exposer au risque qu'elles soient mauvaises, parce que c'est toujours le cas, genre tu sais jamais à l'avance si c'est une bonne décision ou pas. Et en fait, l'avantage d'un format vidéo et podcast comme on fait sur Coup d'État, c'est que tu as toujours quelqu'un de nouveau qui vient te parler, qui vient t'expliquer quelque chose. Et c'est pour ça que c'est trop bien ce que tu fais toi aussi, tu vois. Est-ce que tous les gens qui commencent à faire des podcasts autour de ce sujet-là font? Il y a un truc qui est vraiment intéressant parce que t'as un coup de mou et t'as toujours des coups de mou, tu vois, genre ça s'arrête jamais. Même si à un moment t'as eu un méga pic d'émotion et c'était super et c'est le grand kiff, il y a toujours un coup de mou, tu vois. Et quand t'as un coup de mou, écouter des gens qui te racontent comment ils ont fait pour passer ces moments difficiles, des gens qui viennent t'apporter des nouvelles théories sur une façon de voir la vie. Tu sais, genre, des fois, c'est un peu de la psychologie de comptoir, tu vois, mais au final, je pense que faire de la psychologie de comptoir de temps en temps, ça fait du bien, ça te fait te poser des questions, ça te fait prendre du recul et tu te dis que finalement, c'est pas si grave et t'arrives à prendre des décisions. Donc ouais, j'apprends tout le temps des trucs. Genre à chaque fois que je fais une interview, je ressors et je suis en mode Ah ouais. ouah, Dimitri, enfin je dis donc Dimitri qui s'occupe du contenu chez Coup d'État. Je lui dis mais putain, mais Dim, c'était incroyable, cette meuf, ce mec, genre ils ont compris des trucs qu'on n'avait pas compris. Bah vas-y, on va les appliquer dans le Coup d'État maintenant, tu vois. Et en fait, diversifier et multiplier les sources d'informations, même si les trucs qu'on va dire vont se recouper forcément, tu vois, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et l'être humain est infini, il n'y a rien qui me fascine plus que l'être humain avec l'esprit humain, tu vois. Et genre, aller creuser là-dedans et aller chercher les petits détails qui font les singularités des gens ou même les gros blocs qui font leur singularité, ça me fascine, tu vois. Donc ouais, j'apprends constamment. Et je pense que j'arrêterai jamais d'apprendre, tu vois. Genre, c'est le truc le plus passionnant que tu puisses faire dans ta vie. En tout cas, je pense. Il y a probablement d'autres sources de plaisir, mais celle-là est incommensurable. Mais justement, tu parlais des moments de down, du coup. C'est où ça, Amar, qui disait qu'il faut choisir entre être heureux ou être glorieux? Toi, tu as un avis sur la question? Hmm, c'est une bonne question. C'est une vraie question, tu sais, genre, il y a... C'est vrai que quand j'étais là à la conférence où Oussama a parlé de ça, il y a un moment maintenant, euh, et j'étais là à cette époque en mode ah ouais, c'est vrai, c'est complètement vrai, tu vois, genre effectivement, il faut choisir entre le bonheur ou la gloire. En plus, il prend l'exemple d'Achille qui part à la guerre et à la guerre, tout le monde va parler de lui dans 2000 ans, etc., etc. Et j'étais là en mode ouais, c'est vrai, bah moi je veux la gloire de toute façon, nique le bonheur, je sacrifie mon bonheur, tu vois. Et puis en fait, plein de choses dans ma vie ont fait que je me suis rendu compte que c'était pas forcément un modèle que j'avais envie de suivre, tu vois. Et je pense que, comme dans tout ce que dit Oussama, il faut pas le prendre au premier degré. Enfin, si au premier degré peut-être, mais faut nuancer ce qu'il dit, tu vois. Genre, évidemment, il y a une radicalité. Il y a une radicalité qui est hyper importante parce qu'elle te permet de te poser les bonnes questions. Justement, genre si Oussama il venait et qu'il te disait genre
tu peux choisir entre être un peu heureux et un peu glorieux et machin, bah en fait tu te poserais même pas la question. Alors que le fait qu'ils disent t'as pas le choix, c'est soit glorieux, soit heureux, t'es là genre ok, et du coup moi de quel côté je vais me pencher, tu vois. Et c'est à toi en fait de rétablir l'équilibre et de te demander, bon il y a des phases où je vais être plus dans la recherche de la gloire entre guillemets, parce que c'est pas la gloire, tout ce qui va avec, c'est le succès, ça peut être l'argent pour certains, ça peut être j'en sais rien, tu vois, enfin, tout ça. Mais je pense que ouais, il faut trouver son propre modèle de truc. L'avantage de la radicalité d'Oussama, c'est qu'en fait il te fait poser la question. Là, je pense que je suis en train de tendre vers un modèle où j'essaie d'avoir les deux, tu vois. Genre, je pense que c'est important d'aligner les deux, d'aligner le fait de chercher du succès, et en l'occurrence, on parle de boîte, donc de la croissance, donc une boîte qui fonctionne, tu vois, une belle équipe, etc. Et le fait d'être heureux. Et je pense que ça passe par la mission que tu accomplis. Chez Coup d'État, moi, notre mission, c'est de faire en sorte que les gens se sentent moins seuls et qu'ils se sentent moins cons dans leur prise de décision. Et si tu veux, quand j'en reçois un message de quelqu'un qui me dit j'écoute vos podcasts ou je regarde vos vidéos et ça me fait sentir moins seul et je me sens moins con dans mes prises de décision, genre la satisfaction que ça m'apporte, elle est gigantesque. Et le bonheur profond que ça m'apporte est gigantesque. Et j'ai l'impression d'avoir les deux. Parce qu'en fait, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une mission qui est alignée à tes valeurs. C'est difficile à trouver, mais tu peux finir par le trouver. Si tu cherches tout le temps, tu finis par trouver. Et je pense que ouais, fondamentalement, tu peux avoir les deux. Après, il y a un truc chez moi aussi qui est que je pense que je valorise toujours plus ma liberté que le pouvoir. Et donc, à choisir entre les deux, je choisirais plus le bonheur que la gloire, tu vois. Et en même temps, est-ce que mes actes au quotidien traduisent ça? J'en sais trop rien. Mais c'est même plus tellement une question que je me pose, quoi. Genre, au final, la question que je me pose, c'est est-ce que là, maintenant, ce matin, je me lève pour faire un truc que j'ai envie de faire est-ce que à long terme, ça a un vrai intérêt et si la réponse est non, c'est qu'il y a un problème et il faut que je règle le truc et que je change un truc, que ce soit dans moi ou dans la situation, enfin, peu importe. Mais ouais, c'est une vraie question. Je pense qu'il faut se la poser. Après, elle vient se mettre au milieu d'une plus grande réflexion sur ta vie et ce que tu veux faire de ta vie, tu vois. Pour rebondir à ça, est-ce qu'il y a un fantasme, l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat juste pour l'argent en fait, tu vois, je vais le faire juste pour avoir de la thune et avoir le fantasme de ce qu'il y a derrière, tu vois. Le, Il y a le quelque chose fantasme de l'argent, tu veux Ouais, dire? c'est ça. Je le fais juste pour ça, quoi. Moi, je veux juste de la thune, tu vois. Est-ce qu'on peut être heureux en Toi, faisant tu ça? veux juste de la thune? Non, non, c'est Non, mais l'idée en général. tu peux. Non, mais il y en a plein qui se lancent en fait dans l'entrepreneuriat et ce qu'ils veulent, c'est juste la thune, tu vois. Ils s'en foutent un peu Ouais, bah. de pourquoi du comment, tu vois. Ils veulent juste le Je, fantasme. ouais, il y a un fantasme. Je sais pas. Je pense que c'est quand même pas tout à fait vrai, même s'ils le disent, tu vois. Enfin, peut-être que si, il y a certaines personnes où ça va être vrai, genre elles vont le faire uniquement pour l'argent. Honnêtement, si tu veux juste beaucoup d'argent, il y a d'autres trucs moins difficiles à faire que de l'entrepreneuriat, tu vois. Euh, Après, oui, il y a un truc qui est lié au fait que on a des belles histoires de la Silicon Valley, donc tu te dis que dans ton garage, tu peux Ouais. devenir milliardaire, tu vois. Donc forcément, ouais, il y a des gens qui vont se dire ça. Si tu veux de l'argent, va bosser chez Goldman Sachs et mets-toi un énorme salaire et fais-toi kiffer, tu vois. Si c'est ça dont tu as besoin, je pense que c'est pas. Je pense que les gens qui te disent qu'ils font ça que pour l'argent, c'est pas tout à fait vrai. Genre, il y a quand même une notion de j'ai envie de construire quelque chose qui me rapporte de l'argent moi-même. Il y a toujours quelque chose. Après, j'en connais des entrepreneurs qui disent ça, hein. Genre vraiment, il y a des gens qui s'en cachent pas et qui disent c'est hyper facile pour moi de gagner de l'argent et de faire une boîte qui marche parce que je peux prendre absolument n'importe quel sujet, tant que ça rapporte beaucoup de thunes, je vais être content de le faire. C'est pas du tout mon cas, je m'identifie pas du tout à ça, tu vois, genre des boîtes qui auraient pu faire énormément de cash facilement, j'ai eu l'opportunité d'en faire plein de fois, bon après c'est reste du travail, etc. Mais par contre, me lancer dans ces trucs-là, ça me terrifie, parce que s'il n'y a pas cette satisfaction dont je parlais juste avant, ça me va juste pas, tu vois, ça me va juste pas, et donc je comprends pas trop, en tout cas pour moi, tu vois. Mais après je comprends totalement qu'il y ait des gens qui soient animés par l'argent. Je veux dire, il y a des choses dans ton enfance qui peuvent te faire vouloir avoir beaucoup d'argent. Ça devient une métrique ça reste une métrique de performance qui fonctionne hyper bien. Les gens qui sont dans la recherche de la performance et dans la recherche du pouvoir, peut-être qu'ils ont besoin d'argent, et je pense vraiment qu'il n'y a pas de mauvaise raison pour se lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois.
Genre, lance-toi, fais ce que t'as à faire. De toute façon, personne peut t'en empêcher. Après, si tu fais le bien ou si tu fais le mal, c'est une autre question, tu vois. Mais c'est compliqué de se la poser. Et ça demande de discuter, ça demande de réfléchir, etc. Mais en attendant, il n'y a pas de mauvaise raison, quoi. Il n'y a C'est vraiment plus, pas de mauvaise raison. c'est plus écouter ses valeurs, c'est ça. Mais je connais pas mal de personnes qui font des grandes écoles, des grandes études. Ils se retrouvent dans des CDI, tu vois, et à la fin, ils démissionnent parce qu'ils se retrouvent plus en phase avec leurs valeurs. Et tu crois qu'il y a un petit côté entrepreneuriat dans l'âme ou pas? Je pense qu'on est une génération où il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs dans l'âme. Je dis entrepreneur, mais j'ai envie de dire entreprenant, tu vois. Genre c'est un peu ce qu'on dit chez Coup d'État, on parle des gens entreprenants plutôt que des gens entrepreneurs parce que en fait tu peux, enfin genre je pense qu'on arrive dans une société qui est en train d'évoluer très très vite où t'as pas d'autre choix qu'être entrepreneur de ta vie, tu vois. Genre moi je vois plein de potes à moi qui sont salariés autour de moi et qui font des choix aussi complexes et aussi difficiles à faire que moi, genre dans leur vie de tous les jours. Au final, changer de carrière, te construire une vraie place dans une boîte où tu as un vrai impact et où tu fais vraiment avancer la croissance de la boîte et où tu te places bien, c'est un chemin entrepreneurial, tu vois. Et donc, ouais, je peux comprendre que quand tu sors de grande école de co et que tu vas te faire un CDI dans je sais pas quelle boîte de consulting, au bout de quelques temps, tu te dis bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'être le numéro 646 872 sur la fiche et est-ce que genre je veux faire un truc où je comprends même pas les implications que ça a et où je peux pas voir directement le retour que mon travail va avoir. Je peux totalement comprendre. Et grand bien leur face, tu vois. Grand bien leur face parce qu'en fait, s'ils se rendent compte de ça, et bah, il reste plus qu'à changer. Et je pense que l'étape la plus difficile, c'est de s'en rendre compte parce que c'est très facile de pas se poser les questions, de mettre les problèmes sous le tapis et d'attendre que ça passe. Le problème, c'est que ça marche jamais et qu'il y a toujours un moment où tu te dis bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant, tu vois. Et je pense qu'on est tous responsables et un peu entrepreneurs de nos vies et j'ai pas du tout envie de faire de distinction entre les entrepreneurs et les autres parce que je crois que tout le monde essaie de se bouger et qu'on est dans un monde où l'exigence est de plus en plus forte quant à notre manière de se bouger et je vois tellement de gens autour de moi qui le font bien, tu vois, genre c'est beau, c'est hyper beau, genre il y a cette volonté, cette pulsion de vie, cette envie d'accomplir et de faire et de grandir et d'apprendre qui est génial. Tu disais, pour rebondir à ce que tu disais qu'on était tous un peu côté entrepreneur sur sa vie. Mais comment on fait pour pas se sentir en décalage comparé à ceux qui sont normales, entre guillemets, qui sont pas dans l'esprit entrepreneuriat, tu vois? 90% des gens, quoi, tu vois, qui sont pas salariés et que toi t'es à côté en mode bonjour, je suis là, je fais un projet, tu vois. Bah c'est ouais non mais c'est vrai. En fait c'est marrant parce que c'est une question que je me pose un petit peu moins. Enfin j'ai donné une conférence récemment sur ce sujet-là, mais personnellement à force, en fait les gens qui voulaient pas comprendre ce que je faisais, ils sont sortis de ma vie. Mais vraiment tu vois et les gens qui comprennent, ils sont restés parce que bah, j'ai assumé et que genre ça va jusqu'au bout et que t'es là genre bah écoutez de toute façon quoi que vous en pensiez je vais le faire donc bah s'il faut que ça en arrive à ce que vous soyez plus dans ma vie c'est que vous étiez pas les bonnes personnes ou peut-être que vous allez réaliser plus tard enfin j'en sais rien tu vois mais en tout cas ouais et je pense que c'est vraiment c'est vraiment important de s'entourer de gens qui le font en même temps que toi. Tu vois, genre c'est parce que c'est trop dur émotionnellement d'être dans un cocon où tout le monde te dit que t'es timbré. Tu vois, genre ça va juste pas. Ça va juste pas. Moi, ça me fait marrer quand je rentre dans ma famille et que j'essaye un peu d'expliquer ce que je fais aux gens dans ma famille. Franchement, la plupart comprennent. Tu vois, genre c'est pas si compliqué. Genre, je pense qu'il y a aussi euh, tu peux mettre une distance toi-même, pas prendre le temps, partir du principe que les gens vont pas comprendre, donc pas prendre le temps d'expliquer correctement. Après, il y a peut-être aussi que les gens sont pas à l'écoute. Enfin, mais en tout cas, il y a un travail. Il y a un travail pour éduquer ton environnement à. Certes, c'est pas le chemin classique que tu aurais attendu de moi. Par contre, je le fais. Qu'est-ce que tu vas faire, tu vois mais ouais, c'est compliqué. Je sais pas, genre.
C'est un truc que tu vis toi ou quoi? Genre, Que j'ai vécu, mais est-ce que tu as eu des gens qui t'ont dit ouais, non, mais tu rêves grand et tout, n'importe quoi, arrête de ouais, rêver. ouais, bah il y en a Comment tu fais toujours. pour, du coup, pour réagir à ça, quoi? Tu les écoutes Il y en pas, a c'est ça? toujours, tu vois. Genre, je sais plus qui m'avait dit ça quand j'étais. Si, quand j'étais parti de l'école, il y avait quelqu'un enfin, c'était un des membres une des membres du staff de l'école, Ouais. avec qui je discutais beaucoup et j'étais quand même assez proche d'elle, machin, euh, qui m'avait dit, mais vous savez, Valentin, le vrai problème, c'est que je doute pas que vous partiez de l'école et que vous arriviez à faire une boîte qui va faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, puis 1 million, puis 10 millions, puis 100 millions, mais vous êtes en éternel insatisfait, et en fait, vous allez toujours vouloir plus. Et puis je l'avais regardé et j'avais dit genre, ouais, et alors, tu vois, quel est le problème, tu vois, genre, laisse-moi rêver, laisse-moi kiffer, si j'ai envie de faire un grand truc dans ma vie, je ferai un grand truc, mais en tout cas, me bride pas, là maintenant que je suis en train de me lancer, parce que même si j'arrive à faire une boîte à 100 millions de chiffre d'affaires, genre c'est possible qu'il y a tellement de possibilités pour que ça change sur le chemin que genre juste m'empêche pas de prendre le chemin. Genre évidemment que peut-être que mes rêves de gosse vont pas aboutir et peut-être que je vais pas construire un truc gigantesquissime parce que je me serais rendu compte en cours de route que c'est pas ce que je voulais. Mais en tout cas, je veux avoir l'opportunité de m'en rendre compte en cours de route, pas rester sur le bord du chemin, tu vois. Donc il y a juste un moment où le problème c'est que tout le monde donne son avis, tu vois. Tout le monde donne son avis. Tout le monde va te dire que tu rêves trop grand, ou même il y a des gens qui vont te dire que non, mais c'est toujours plus facile d'écouter ceux qui te mettent des bâtons dans les roues, parce que c'est du négatif, donc tu l'écoutes et ça a plus d'impact sur toi. Moi, ma technique, et je pense qu'elle est mauvaise, hein, genre je sais pas quelle est la bonne technique. Ma technique, c'est qu'il y a un moment où j'en vois tout péter, tu vois. Genre je pète un plomb et je fais genre non mais de toute façon tout le monde me fait chier, je me casse et puis je vais faire mon truc et personne m'en empêchera, tu vois, et personne comprend parce que tout le monde est là genre ouais mais on te donnait juste des conseils, ouais mais de toute façon machin, et je deviens hystérique, tu vois, et puis ça se calme et puis ensuite je construis mon truc et je suis content, mais j'ai besoin de ce moment de rupture et j'essaie de le travailler hein, pour que ce soit plus un moment de rupture et que voilà. Après c'est moins vrai maintenant, genre ça va faire 10 ans que je fais ça. Tout le monde autour de moi comprend. En plus, on évolue dans un milieu avec The Family, etc., où justement, c'est une bulle de bienveillance par rapport à cette ambition et par rapport à tout ça. Donc, je croise de moins en moins de gens qui vont me dire que c'est n'importe quoi. Et en plus, j'ai la sensation d'avoir accompli suffisamment pour m'être prouvé que c'était possible, tu vois. Genre, c'est possible, c'est pas complètement une lubie, je gagne ma vie. Ce dont j'avais peur à la base, qui était de pas avoir de filet de sécurité. Et, en fait, au final, là, ça va. Enfin, tu vois, tu passes des caps aussi. Tu passes des caps. Je dis pas que je peux pas tout perdre du jour au lendemain. Par contre, je dis que je pense pouvoir me reconstruire à n'importe quel moment. Et voilà, je fais aussi partie d'une population qui est privilégiée. Je suis blanc, je suis un homme, je suis hétéro. Enfin, genre, tu vois, genre, ça aide. Genre, mine de rien, ça aide. Il y a des privilèges. Et tout ça, c'est à prendre en compte parce que malgré le combat qu'on peut mener pour rétablir ces privilèges pour tout le monde, tu vois, plutôt que juste pour une catégorie de la population, ils existent et il faut savoir aussi se rendre compte de la chance qu'on a et juste pas forcément écouter les autres et construire ce qu'on a envie de construire, quoi. Une fois que tu réussis et que t'es glorieux, entre guillemets, comment tu fais pour ne pas prendre la grosse tête? Parce qu'il y a un risque. Tu prends la grosse tête, hein. Non mais y a pas de secret, tu sais. Tu sais, genre je crois qu'il y a vraiment pas de solution pour pas prendre la grosse tête quand t'as un minimum de succès, tu vois. Enfin, je pense que j'avais déjà un peu la grosse tête quand j'avais pas de succès. En tout cas, c'est ce qu'on me reprochait beaucoup quand j'étais genre au collège et au lycée, tu vois. Et c'était vrai, genre je pense bon, il y avait d'autres trucs, tu sais, genre il y avait plein de choses qui se mélangeaient à ce moment-là, mais je pense que le moment où on a pris le plus la grosse tête, enfin en tout cas perso j'ai pris le plus la grosse tête, c'est quand on a levé des fonds avec Menu Next Door pour la première fois. On est passé de moins 800 euros sur nos comptes à 1 750 000, tu vois. C'est la fête. Du coup, ouais, c'est la fête, c'est la fête. Mais la fête c'est bien, la fête Ouais. c'est sain, tu vois. Bah évidemment, t'as levé 1 750 000 euros, tu fais la fête, genre ça a du sens, c'est sain. Par contre, tu fais pas la fête pendant 6 mois, tu vois. Et surtout, mais le problème, c'est que tu te retrouves dans une situation où tu sais pas du tout comment gérer. Et en plus, tout le monde est là en mode ah, mais vous avez levé des fonds, c'est trop cool et tout ça. Et donc, tu prends la grosse tête parce que tout devient facile. T'as des contacts que t'aurais jamais eu avant. Enfin, c'est tout un contexte qui fait que tu prends la grosse tête. Je- Moi, ce qui m'a fait redescendre sur terre, c'est quand on a
quand on a fait foirer la boîte, on s'est rendu compte qu'on perdait tout le truc et qu'en fait, bah ouais, c'était illusoire. C'était illusoire et que moi, tout ce qui est resté post-Menu Next Door, c'était ma famille, mes potes. Mais vraiment, j'ai l'impression d'être un vieux con en disant ça, tu vois, genre... mais c'était ma famille, mes potes, et je me suis rendu compte que c'est ça qui avait une vraie valeur, c'était les relations humaines que je tissais avec les gens, c'est ça qui me rendait heureux, et que c'est pas la gloire, le succès, je sais pas quoi. Et maintenant, je bosse, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que j'ai même pas l'impression que c'est du travail, tu vois, pas toujours, quoi, pour tisser des relations profondes et des vraies connexions avec un maximum de personnes, parce que c'est ça qui me rend heureux, quoi. Genre, c'est l'échange, c'est le partage, c'est... Donc ouais, tu prends la grosse tête, ouais. Tu prends la grosse tête, et puis ça passe. Ça passe, puis, ou alors ça passe pas, et puis tu crèves con, et puis voilà, quoi, tu vois, mais... De toute façon, je pense qu'on crève tous un peu con, tu sais. Genre, c'est Orelsan qui dit ça, qui dit, ouais, t'es plus intelligent qu'avant, mais t'es toujours très con, tu vois. Bah ouais, carrément, mais vas-y, on avance, tu vois. Mais ouais, il y a peut-être un piège de dire ouais aux proches, ouais, j'ai réussi, regardez-moi et tout, et peut-être qu'ils se disent ouais, mais en fait tu te la racontes un peu, tu vois. C'est bien ce que tu me dis que t'as réussi, mais tu te la racontes un peu, tu vois. Moi, je suis encore dans le caca, tu vois. Il y a peut-être un peu de ça, tu vois. Franchement, j'ai observé une vraie différence dans la réaction des gens entre avant la fin de Menu Next Door et après la fin de Menu Next Door, tu vois. Genre avant la fin de Menu Next Door, je me la racontais pour de vrai, et même mes potes très proches, je les considère comme mes frères, tu vois, genre, même ces potes-là, ils me le faisaient sentir, quoi. Que je me la racontais, tu vois, genre j'étais toujours là à inviter tout le monde à dîner parce que j'avais des thunes, et que du coup bah, j'étalais un petit peu, etc. Et puis post-Menu Next Door, quand j'ai pris cette claque, pardon, quand j'ai pris cette claque émotionnelle, bah en fait, genre j'ai pas changé de comportement, je continuais toujours à inviter tout le monde à dîner. Par contre, ils m'ont tous dit genre ouais, il y a un truc qui a changé, on saurait pas trop dire quoi, mais c'est plus condescendant quand tu nous invites, et quand c'est juste t'as envie et c'est sympa, tu vois, et t'en fais pas tout un plat. Et je pense que ouais, genre prendre la grosse tête, c'est un truc que tu renvoies. Je pense que l'humilité, c'est un truc qui se travaille, et où en fait tu apprends à le faire en juste prenant conscience de qui tu es, en prenant conscience des torts que tu peux faire aux gens, et en essayant d'en faire moins, ou en tout cas d'en faire moins sur le long terme et en profondeur, tu vois. Genre évidemment que tu vas déranger des gens, etc. Et ça, c'est pas gênant en soi, tu vois, mais je pense que c'est important de se poser la question de qui t'es dans le monde, qui t'es par rapport à toi-même, d'être assez aligné avec ça pour pas croire que t'es mieux que ce que tu n'es, etc. Et après, il y a une question de confiance en soi aussi qui est hyper complexe. Genre, il y a plein de gens, moi le premier, qui ont des complexes d'infériorité, tu vois. Ce truc-là, il s'efface avec le temps, avec de la psychologie. Genre, ça. C'est le truc de se la raconter, c'est quelque chose que tu renvoies pour de vrai. Et je crois pas que les gens te regardent quand t'as du succès en se disant ouais, lui il se la raconte parce qu'il a du succès, tu vois. Il y a toujours des gens comme ça, mais c'est des gens que tu côtoies même pas, ils sont derrière leur télé, ils te connaissent pas, tu vois. Les haters là qui sont derrière leurs commentaires. Ouais, c'est ça, tu vois, mais en vrai, les gens que tu vois dans la vraie vie, ils pensent pas ça. Genre, ça se voit direct. Genre, tu parles à quelqu'un, il se rend bien compte que t'es pas en train de te la raconter, sauf si objectivement t'es en train de te la raconter, tu vois. Genre, Tu sais, la première fois quand je suis arrivé dans les locaux, j'étais super impressionné, quoi. Parce que c'est une ambiance assez jeune, assez moi aussi, start-up ouais. et tout. Du coup, est-ce que tu penses qu'il y a deux univers entre les jeunes qui sont dans l'action, l'échec et l'apprentissage et l'amélioration, et les vieux qui sont dans le business plan, tout ça, la perfection, entre guillemets, tu vois, ou pas? Ouais, alors je connais des vieux qui sont des vieux, je déteste ce mot, mais. On peut faire un business plan avant de le faire, le truc, tu vois. Non, mais je connais Ouais. des gens, des gens qui ont 50, 60 ans, 70 ans, qui sont des bien meilleurs entrepreneurs que des potes à moi de 25 ne le seront jamais, tu vois. Genre, enfin, je dis pas jamais, Ouais. mais c'est ça l'idée, tu vois. Genre vraiment, et inversement, enfin, c'est. L'âge est une fausse métrique. Genre, je crois vraiment que c'est une métrique à laquelle on nous a habitués à nous raccrocher parce que l'école veut ça. Genre, t'es trié par âge, tu vois, et je trouve que ça a aucun sens. T'es entrepreneur parce que t'as envie, tu vois.
Après, est-ce qu'il y a plus de chances pour que à 70 ans, t'es un peu rétamé par la vie et que tu crois plus en rien et que du coup te bouger te paraisse improbable? Peut-être. Est-ce qu'être jeune, ça fait de toi un meilleur entrepreneur? Non, enfin tu sais, genre l'âge moyen d'un succès pour un entrepreneur ou une entrepreneur, c'est 40 ans quoi. Genre, je pense que non, il n'y a pas deux mondes du tout. Effectivement, chez The Family, c'est assez jeune et tout ça, mais pas que. Genre, c'est pas que jeune. Ça peut paraître impressionnant, il y a un côté un peu secte, un peu fun, tu vois, ouais, gaulerie, on est jeune, on fait des startups. Ça reste hyper sérieux, ça reste... tu vois, les gens, ils bossent et ils se donnent les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire, et ce, peu importe leur âge. Donc non, non, j'y crois pas. J'y crois pas du tout à cette question d'âge. Et je crois que si t'as 60 ans et que t'as envie de faire une boîte, fais une boîte. Genre pitié, rate pas ça, quoi. Ça reste une excuse, quoi. Ah, c'est une excuse, il y a toujours des excuses. Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop gros. J'ai pas d'argent aussi. Comment je J'ai fais? pas J'ai pas d'argent, d'argent. ouais, mais en plus on est dans un Sûr. monde où tu peux entreprendre sans argent, tu vois. Genre pour de vrai, tu peux entreprendre avec très peu d'argent. Mais comment on fait pour passer de l'idée à l'action quand on n'a pas d'argent, du coup? Ça dépend de ton idée, tu vois. Genre, je pense qu'il faut aussi avoir l'humilité d'avoir des idées qui sont à la hauteur de tes moyens. Genre, si t'as pas d'argent, essaie pas de construire des fusées, tu vois. Par contre, je veux dire, aujourd'hui, bon, quand t'as pas d'argent, il y a quand même plein de gens qui ont pas d'argent mais qui ont un smartphone. Tu vois, genre de manière générale, t'as un smartphone. Juste avec un smartphone, je parle pas d'un ordi, je parle de rien. Tu peux déjà construire des business. Enfin, si c'est d'argent dont t'as besoin, je veux pas jouer les Gary Vaynerchuk, tu vois, mais si c'est d'argent dont t'as besoin, tu te débrouilles, quoi. Genre, tu vas faire des livraisons de je sais pas quoi, tu t'imagines un petit produit, tu vas te bouger, tu vas voir un commerçant qui va te vendre des trucs, tu vas lui vendre pour lui. Enfin, c'est pas les idées qui manquent pour se faire un peu de thunes en bossant beaucoup, tu vois. Et une fois que tu as accumulé 800 balles, bah, tu t'achètes, t'investis dans un petit truc. Enfin, ça demande de savoir prendre des risques, ça demande d'être un petit peu ingénieux. Mais je crois fondamentalement qu'avec un smartphone aujourd'hui, tu peux commencer à faire des business qui sont vraiment intéressants. Enfin, l'autre jour, c'est on parlait de ça, on parlait de, on pourrait se mettre sur les plages en été, je sais pas où, distribuer un flyer ou une carte de visite, tu vois, avec un numéro de téléphone, et les gens, au lieu de devoir se lever pour aller au bar chercher leur coca et leur truc, ils écrivent au numéro de téléphone et nous on leur apporte. Tu te mets avec 3 potes, tu fais ça pendant un été, et tu mets un petit système de paiement, genre un PayPal Me ou un truc comme ça, genre un petit outil vite fait, et tu dis aux gens, bah voilà, t'as juste à payer avec ta carte en mettant dans ce truc là, et tu leur fais la livraison des trucs, et tu marches dessus, et tu fais du cash, et t'as un business, tu vois. Tu peux le faire en auto-entrepreneur, genre légalement c'est hyper facile. Enfin, vraiment pour un investissement absolument ridicule et juste se bouger, tu peux faire des trucs quoi. Tu vas Après te c'est faire pas... voler l'idée, ça y est, c'est bon. De quoi? Tu vas te faire voler l'idée, c'est bon. Mais vas-y, allez-y, faites ça, tu vois, faites ça. Moi je serais très content qu'il y ait des gens sur la plage qui essayent de rendre l'expérience de la plage meilleure, tu vois. C'est juste... c'est difficile de passer à l'action parce qu'encore une fois, on est toujours dans le mais et si ça marche pas? L'excuse, ouais, non. Mais c'est terrible, genre et si ça marche pas? Genre pour peu que tu aies déjà fait un truc qui a pas marché, tu te dis tout le temps mais et si ça marche pas? Et si ça marche pas? Et en fait, la question c'est ouais mais et si ça marche, tu vois? Et si ça marche et que t'as pas essayé et que tu regrettes, genre tu vas faire quoi, tu vois, genre et bon, faut pas tomber dans l'extrême inverse non plus, genre ah t'as pas le temps, tu vas mourir trop tôt pour avoir accompli des choses. Non, tu vois, mais il y a un juste milieu encore une fois. Et je crois que ouais, l'argent n'est qu'une excuse. Il y a peut-être aussi ce fantasme de réussir du premier coup, tu vois. Genre, Mais tout le monde veut réussir du premier coup. je veux pas le faire parce que je veux pas réussir, du coup, autant que je le fasse pas en fait. Je vais perdre du temps. Tu vois. Ouais, bah ouais. Mais C'est ça. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est aussi un problème. C'est aussi un problème. T'as envie de réussir du premier coup. Bah, mec, genre, tu connais des gens qui réussissent des choses du premier coup. Bah oui, figure-toi que j'en connais vraiment beaucoup qui ont réussi du premier coup. On en parle dans la presse. Bah ouais, mais en fait, c'est ça le vrai problème, je crois. Je crois que le problème de fond, c'est les histoires qu'on raconte dans la presse, dans les blogs, dans les bouquins, dans énormément de choses. En fait, tous les contenus qu'on consomme, c'est des belles histoires parce qu'elles sont émotionnelles. Et raconter que Mark Zuckerberg, il a créé Facebook dans sa chambre à Harvard et que c'est devenu une boîte à 577 milliards de dollars, c'est cool, c'est une belle histoire, c'est émotionnel, tu t'en rappelles.
Le problème, c'est que personne raconte les 10 projets de Mark Zuckerberg où il a fait des réseaux sociaux pour dentistes, où il a fait des trucs genre à droite à gauche qui marchaient pas, les trucs pour retrouver les cours, des trucs qui ont plus ou moins marché et tout ça C'est avant pas de faire sexy, c'est Facebook. pour ça. C'est pas sexy. Personne raconte cette histoire. Mais parce qu'en plus, c'est compliqué. C'est à la fois pas sexy et compliqué à raconter, tu vois. Donc forcément, toi, t'es de l'extérieur et tu te dis, ah bah si Mark Zuckerberg il a réussi du premier coup, pourquoi pas moi? Mais en fait, pourquoi pas toi? Bah parce que personne. Genre personne n'arrive à réussir du premier coup et il faut arrêter de croire, enfin, Oussama dit ça, que ta première œuvre doit être ton chef-d'œuvre. Ça n'existe pas, tu vois, genre c'est une aberration complète et il faut arriver à se détacher de ce truc pour pouvoir se lancer et se planter ou pas. Si ça se trouve, tu vas y arriver du premier coup, mais tu n'y arriveras pas du premier coup s'il n'y en a jamais, quoi. Quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat, on entend un peu tout et son contraire. Tu penses qu'il y a une stratégie universelle pour réussir ou faut vraiment prendre pour soi des choses qui t'intéressent? Alors, il y a clairement pas du tout de stratégie universelle. Genre, c'est sûr et certain. Par contre, il y a un truc qui est commun à tous les entrepreneurs et toutes les entrepreneurs que j'ai pu voir, c'est qu'ils prennent des décisions vite. Et par prendre des décisions, il y a à la fois prendre des décisions eux-mêmes et il y a à la fois saisir des opportunités. Tu vois. Ça, c'est ce qui est commun. En fait, tout le reste, ça n'est que des compétences, qu'est-ce qu'on a fait concrètement, etc. Mais la prise de décision et le fait d'exécuter cette décision, c'est ça qui est commun à tout et toutes les entrepreneurs. Donc je pense que ouais, il y a quand même il y a quand même cette volonté d'être en mouvement constant, d'avancer, d'alterner entre observation et action, tu vois. Et du coup de prendre des décisions constamment et de juste se construire un chemin, en fait. Je pense que ça, c'est commun à tous et toutes les entrepreneurs. Ça en fait pas une recette universelle, parce qu'en fait, tu as besoin que ces décisions elles soient adaptées au contexte dans lequel tu évolues, et que ce contexte, il change tous les 6 mois, quoi. Genre vraiment, le monde change tous les 6 mois maintenant, et ce qui marchait il y a 6 mois peut ne plus du tout marcher aujourd'hui. Et vraiment, genre, la question c'est, ok, qu'est-ce que tu es capable d'observer maintenant le plus rapidement possible et qu'est-ce que tu es capable de mettre en place en fonction de ces observations maintenant le plus rapidement possible, parce que c'est possible que tes observations elles soient dépassées d'ici 6 mois. Donc si tu mets plus de 6 mois à mettre en place ton action en fonction de ce que tu as observé, c'est peut-être déjà mort. Et c'est ça qui est difficile, c'est que non, il n'y a pas de recette, il faut juste savoir prendre le contexte et s'insérer dedans de la meilleure manière possible et faire en sorte de construire quelque chose à l'intérieur de ce contexte pour éventuellement le distordre de l'intérieur, tu vois. Apprendre constamment, quoi, c'est ça. Apprendre constamment, ouais. Apprendre comment le monde fonctionne, apprendre comment les gens fonctionnent. Je veux dire, c'est un business, tu vends avec les gens, tu vois, donc apprendre comment les gens fonctionnent, ça me paraît essentiel. Genre vraiment, comment les gens se comportent, c'est un métier à part entière, hein. Il y a des gens qui font que ça. Enfin, genre il y a des gens dont c'est le job, quoi. Les planeurs stratégiques dans les agences, et trucs comme ça, ils font que ça. Observer les tendances globales, essayer de prévoir un peu le futur, comment ça va se passer et tout. Et c'est une discipline qui est hyper intéressante et que tu dois pratiquer constamment si tu veux pouvoir surfer sur le haut de la vague. Tu penses qu'il y a un danger du coup d'apprendre tout le temps, si on est tout le temps dans des formations, tout ça, formation en ligne, formation physique, mais d'être bloqué et de pas passer à l'action, tu vois, Clairement, de se clairement. dire attends, il y a une autre formation, il faut que je fasse toutes les formations du monde pour le faire, Ouais. tu vois. Bon, ça aussi c'est une excuse. Ça aussi c'est une excuse. Genre, Il y en a plein, j'en connais plein, tu vois, ils sont comme ça, ils il y a font un plein de moment, formations. ouais, bien sûr, mais Ils font rien, moi tu vois. aussi, tu vois, mais Ouais. bah, ça reste une excuse parmi tant d'autres. Genre au final, ça reste le même truc. Non, mais je vais lire encore un bouquin. Non, mais je vais regarder encore une formation. Non, mais je vais acheter encore une autre formation, etc., etc. Je pense que les formations, c'est extrêmement sain. Genre, je veux dire, se former et essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne avant de se lancer, c'est ça. Hein. Si ça te donne du courage et que ça te permet de passer à l'action après, génial. Si c'est pour enchaîner 8 formations qui parlent grosso modo de la même chose, non. Genre, passe à l'action parce qu'en fait, il y a des choses que tu ne peux pas apprendre sans faire les erreurs toi-même. Ou sans ne pas faire les erreurs toi-même en tout cas, mais il y a des choses que tu peux juste pas apprendre si tu es juste dans la théorie. Le terrain est tellement différent de ce qu'on raconte, quoi qu'il en soit. Enfin, je veux dire, là, ce que je dis dans ce podcast avec ce micro, c'est différent de ce que je vis au quotidien. Parce que c'est impossible pour moi de mettre des mots sur ma vie au quotidien. Tu vois, c'est hyper difficile. Donc, je raconte l'histoire, je fais le malin, je suis là en mode ouais, mais moi, dans ma vie, je suis content et tout, tu vois.
Mais en vrai, enfin, genre, tous les jours ça change, tous les jours je rencontre des nouvelles personnes, le contexte évolue constamment, et un truc que je vais te dire maintenant va peut-être changer dans un mois, tu vois. Et, et ça ne passe que par l'action. Genre, dans les formations, c'est impossible que tu trouves quelque chose qui soit immuable et qui va te donner une méthode pour appréhender le monde d'une autre manière et construire ta vie, tu vois. Genre, c'est pas, on parle pas de faire des pas de bolo, tu vois. On parle de construire ta vie. Genre, c'est complètement autre chose. T'en parlais tout à l'heure, t'as planté ta première boîte, mais est-ce qu'il y a des sacrifices à faire quand on se lance dans l'entrepreneuriat? Alors, des sacrifices, j'en ai fait. Genre pour Menu Next Door, j'en ai fait. Après, à quel point c'est des sacrifices, je sais pas. Parce que Menu Next Door, tu vois, c'était 7h, 22h tous les jours pendant 2 ans. Tu vois, c'était non-stop. J'ai arrêté de voir mes potes. À l'époque, j'ai quitté ma copine. Genre vraiment, c'était chaud, tu vois, mais ça me paraissait normal. C'était pas. Enfin, c'était peut-être des sacrifices, mais c'était des sacrifices qui étaient pour la bonne cause. Et donc voilà, est-ce qu'il faut sacrifier des choses? Je crois pas. Je crois pas non plus, tu vois. Je crois que il y a un moment où tu finis par te dire, j'ai envie de faire les trucs dont j'ai envie et je vais les faire. Là, je fais coup d'état. Aujourd'hui, on n'est plus sur du 7h, 22h, on est plus sur du 10h, 18h, tu vois. Où il y a des jours où tu vois, on va prendre une journée par-ci par-là. La team est libre de bosser comme elle veut. Genre, tant que le travail est fait et que c'est good et qu'on avance et que les chiffres sont là et qu'on prend pas trop de retard sur ce qu'on fait, bah go, tu vois, faites ce que vous voulez. Tout le monde dans la team a des side projects. On bosse tous sur des trucs à C'est droite à quoi les gauche, tu side vois. projects? Genre Dimitri, il fait des vidéos en perso, il fait des vidéos en 3D et tout ça, genre il se chauffe à fond. Moi, j'écris du rap blindé, tu vois. Bon voilà, genre on fait ce qui nous fait marrer en dehors, tu vois. Et je pense que c'est important aussi d'avoir des side projects et pas de dire je vais sacrifier toute ma vie pour cette boîte parce que c'est ce qu'on m'a dit qui était le modèle qui fonctionnait. Moi, j'ai envie de créer un modèle qui est mon modèle, de rassembler des gens dans cette équipe qui pensent que ce modèle-là leur convient aussi très bien. Hmm. Jusqu'à maintenant, c'est le cas. Et qu'on fasse un truc ensemble, tu vois. Et je suis vachement plus content d'aller taffer le matin chez Coup d'État en me disant c'est lourd parce que c'est comme si je retrouvais des potes pour taffer sur un side project alors que bon on y passe la majorité de notre temps plutôt que de me dire je vais au travail quoi. Genre et si sentir ça, sentir que je vais pas au travail, ça passe par avoir des side projects et bosser un peu moins et sacrifier moins, bah, je suis prêt à le faire quoi. Attends, Ouais, pas de soucis. Tu penses que tu vas faire ça toute ta vie ou tu vas changer un moment de direction? je sais pas. Je sais pas. Que je change de direction, c'est certain. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, tu vois. Euh, ouais, instinctivement, j'ai envie de te dire oui, quoi. J'ai envie de te dire oui, je ferai ça toute ma vie parce que faire quoi? Genre fondamentalement, genre là, oui, je monte des boîtes, mais en fait, je crois que ma vie jusqu'à maintenant, elle est pas très longue. Hein. Ma vie, genre, j'ai pas la prétention d'être un grand sage, tu vois, mais ma vie jusqu'à maintenant, c'est un éternel combat pour essayer d'être moi-même. Euh, si ça si changer de direction ça contribue à être plus moi-même, je changerai de direction, tu vois. Après, là, maintenant, je m'éclate trop dans ce que je fais. Je me sens moi-même et je me sens aligné avec ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est important, tu vois. Est-ce que ce sera toujours le cas dans 5 10 ans? Est-ce que j'aurai envie de monter une autre boîte? Est-ce que je sais pas quoi? J'en sais rien. Mais là, j'avoue, je suis concentré sur là maintenant. J'ai une vision évidemment de ce que je ferai après coup d'état, etc. Mais j'ai pas de temporalité et je me laisse l'opportunité de pouvoir faire varier ce truc-là constamment et de pas l'ancrer dans le marbre, surtout pas parce que une fois que tu te dis c'est ça que je vais faire, t'as qu'une envie, c'est de passer à cette étape-là plutôt que de rester à la tienne. Et c'est le pire truc parce que tu restes coincé et t'es là genre ah mais en fait je peux pas et c'est terrible. Tu suis tes envies du moment en fait, c'est ça ce que tu es en train de Ouais me ouais dire. ouais. J'aime bien cette idée de. Enfin, tu vois,
j'ai un rapport au temps qui a- que, enfin, que j'aime bien en fait, qui est vraiment, enfin, pour moi, genre physiquement, tu vois, Einstein avec la relativité a démontré que le temps existait déjà et que genre tu pouvais prendre la ligne du temps et la rapporter à un point unique et qu'en fait tout était écrit, donc à l'échelle de l'univers t'as aucun libre arbitre parce que ce que tu vas faire dans le futur est déjà écrit, ce que tu as fait dans le passé est déjà écrit aussi. C'est juste que toi, avec ta vitesse par rapport au centre de l'univers, grosso modo, tu, as, tu lis le temps d'une certaine manière. Et j'aime bien l'idée de me laisser glisser le long de la ligne du temps, tu vois. Genre vraiment juste, je vais faire les trucs comme ils viennent et je vais kiffer. Je sais de quoi j'ai envie au fond de moi, j'ai mon instinct qui me dit bah ouais j'ai envie d'aider des gens, j'ai envie de ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, la satisfaction de quand il y a des gens que j'ai pu vraiment aider en leur parlant, en créant des choses pour eux, etc. Ça m'excite, donc je vais toujours me laisser guider par ça, quoi. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça avance? Est-ce que j'ai l'impression d'avancer dans ma vie? Et donc ouais, je prends les trucs qui se présentent. En tout cas, j'essaye. Genre ça, c'est la vision idéaliste. Comment je me comporterais au quotidien si c'était parfait? Ça l'est jamais. Ça l'est jamais. Et enfin, c'est comme beaucoup de concepts philosophiques. Ils existent dans la parole et il y a un mot qui les définit, mais en fait, l'être humain est incapable de faire, tu vois. Genre, enfin, il y a énormément de choses comme ça en philo et c'est hyper intéressant. Justement, question philosophique, c'est quoi la vraie liberté pour toi? Pouf. Vous avez 4 heures. Bah, tu l'as un peu évoqué, du coup, faire ce qui te plaît. Ouais, j'aime beaucoup ça. Après, je suis pas très doué. Ouais. J'ai grandi dans une famille où on n'est pas hyper lettré, tu vois. Enfin, si, non, on n'a pas une culture gigantesque, tu vois. Là, maintenant, je commence à prendre des cours de philo avec une pote, la copine de Dimitri, là, elle est à balle dedans, donc elle me donne des cours de philo et c'est trop bien, tu vois. Genre, j'apprends des nouveaux trucs et encore une fois, j'apprends, tu vois. La vraie liberté, la vraie liberté, elle est quoi? On cite des auteurs. Tu Genre, peux, vas-y, fais ça. C'est ton podcast. Tu fais ce que tu veux. la vraie liberté, bon, on en parlait hier justement avec Pascaline sur la philo. C'est Sartre qui dit qu'on est tous condamnés en tant qu'être humain à être libres et que l'existence précède l'essence. Et je pense que je crois assez fort à ça, tu vois. Genre en fait, t'es libre de base. Donc est-ce qu'il y a une vraie liberté? Je sais pas. Je pense qu'on a tous les libertés de faire les choix qu'on a envie de faire, que on est contraint par très peu de choses et que il faut juste arriver à s'aligner avec soi-même et à se dire ok, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire là maintenant, c'est vraiment ce que j'ai envie de construire là maintenant, c'est ça, ces personnes-là sont les gens que j'ai envie de côtoyer là maintenant et dans un futur proche, tu vois, et juste essayer de profiter au maximum de ce moment-là et puis de se laisser naviguer. Et je pense que ça, genre cette liberté-là de se laisser naviguer et de prendre des décisions parce qu'elles nous plaisent plutôt que parce qu'elles sont bonnes rationnellement, c'est une liberté qui est incroyable et avec laquelle tu peux vivre toujours, quoi. Et c'est trop bien. Est-ce que tu penses que la réussite, c'est lié au hasard ou pas du tout? Ouais, grave, grave. Mais tout est lié au hasard, tu sais. Genre, je parle d'opportunités et tout, genre, il y a toujours du hasard. Enfin, c'est. Oui, c'est complètement hasardeux. Genre, tu sais jamais ce qui va arriver. La chance a une place gigantesque dans le succès de la majorité des gens. Ils le disent eux-mêmes, tu vois. Euh, mais ouais, il y a une place au hasard qui est grande. Enfin, après, le hasard, c'est juste que tu comprends pas les causes d'un truc, tu vois. Mais oui, bien sûr. Genre, il y a trop de choses que tu contrôles pas et qui font que ça peut te faire accélérer. Après, je pense qu'il faut être réceptif à cette chance, à ce hasard, tu vois. Il faut être réceptif à ça et savoir, encore une fois, prendre les opportunités quand elles se présentent, parce qu'elles se présentent rarement deux fois. Du coup, pour illustrer cette notion de hasard, j'ai une liste de mots devant moi. J'ai 30 mots. Tu vas me dire un nombre entre 1 et 30 et on va voir où est-ce que le hasard t'amène. Allez, 24. C'est la santé. La santé. Ça te Ok. parle? Ça me parle. Ouais, bah, et qu'est-ce qu'on fait du coup? Tu fais ce que tu veux, si tu Je veux fais ce en que je veux, je parler, parle ou de tu santé. veux, tu veux dire un autre nom. Tu voulais peut-être hésiter. Ah, je sais pas, non. Non, la santé, bah, étonnamment, c'est un sujet auquel j'ai jamais été vraiment confronté, tu vois. Ouais. Genre,
j'ai jamais, par exemple, perdu de personnes proches de moi. C'est quelque chose qui du coup me fait pas trop peur ni rien, tu vois, mais genre je connais plein de gens qui ont perdu des gens autour d'eux et je vois comment ça les a changés, donc je sais pas ce qui se passera le jour où ça arrivera. Donc là on est plus sur la mort que sur la santé, mais je pense que ça va avec, tu vois, la maladie, le fait de devoir se battre contre son propre corps, enfin je veux dire, même moi perso, à part, euh, à part avoir eu des sales grippes, genre il s'est rien passé sur ma santé et j'avoue que c'est un sujet que je considère pas forcément hyper important et je pense que ça peut vraiment beaucoup changer, mais c'est difficile quoi. Je pense que c'est le genre de truc où tu réalises que ta santé est importante le jour où elle est mise en danger et ça a jamais été le cas pour moi, tu vois, et je pense que je suis encore un peu vierge sur ce sujet là, tu vois, et j'ai du mal à m'imaginer ce que ça peut représenter. Je vois des gens malades autour de moi, je vois ce que ça fait d'être en bonne santé et je suis ravi de l'être, tu vois, mais je suis pas sûr que je prenne la pleine mesure de ce que ça implique. Mais justement, est-ce que la santé et l'énergie en général, ça peut jouer sur tes décisions en fait. Il faut avoir une bonne énergie pour avoir des bonnes décisions, tu vois. Cette idée de. Ouais, c'est sûr. Bah, en fait, là, à prendre des décisions et à parler de santé, ça me fait penser à la santé mentale, tu vois, Ouais, c'est genre, vrai. alors ouais, effectivement, il y a la santé physique, où là je connais pas trop. La santé mentale, ça me touche déjà beaucoup plus. Là, je vois une psy depuis un mois. Ça me fait énormément de bien. Genre, c'est ridicule à quel point ça me fait du bien. Tu vois, genre vraiment, en 4 semaines, ça a changé. Quoi. Genre, je suis passé d'une dépression. Je pense qu'on était à ça. Tu vois, genre, c'était vraiment difficile. Ah là, je suis vraiment content et je fais des choix plus éclairés, effectivement. Parce que sinon, tu fais des choix dans la rancœur, dans plein de choses. Et ouais, ça c'est un truc dont on parle vraiment pas assez en entrepreneuriat et de manière générale, la santé mentale, quoi. Mais de manière générale, genre, enfin, je vois tellement de gens qui ont des blocages, des trucs liés à l'enfance, des trucs, des schémas familiaux qui reproduisent, des vrais trucs, tu vois, et où les gens règlent pas leurs problèmes. Et c'est normal, parce qu'en fait, c'est impossible de se rendre compte que tu les as tout seul. Il faut être accompagné. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est vraiment important. La santé mentale, c'est un sujet qui est gigantesque, dont on parle pas. Il y a encore un tabou autour. Enfin, je veux dire, quand j'ai dit à mes parents que j'allais voir une psy, ils m'ont dit, mais t'as pas besoin. J'étais là, genre, mais enfin, qui vous êtes pour savoir de quoi j'ai besoin et de quoi j'ai pas besoin, tu vois. Bon, je me permets de le dire maintenant parce que j'en ai discuté avec eux après et que ça s'est bien passé, tu vois, mais sur le moment, il y a un tabou, il existe, tu vois, ce tabou, il faut le casser. Genre, faut arrêter de croire que tout le monde est fort, que tout le monde est hyper bien dans sa tête, et qu'il y a des gens qui naissent pour savoir prendre des décisions toute leur vie et savoir avancer, et des gens qui naissent pour être condamnés à être coincés dans leur propre tête, tu vois. Ça n'existe pas. Et il faut en parler. Et la santé mentale est un sujet extrêmement important. Et je pense que oui, si tu veux prendre des bonnes décisions dans ta vie, avancer, saisir les opportunités et grandir, il faut que tu sois bien dans ta peau, quoi. Et c'est du travail. Être bien dans sa peau, c'est du travail. Là où faire semblant, c'est l'inverse. Genre, faire semblant, ça n'existe pas. Tu parlais de ta dépression tout à l'heure. Est-ce que tu as eu des moments où tu voulais tout arrêter en mode non, vas-y, c'est trop, j'en peux plus, limite burn-out quoi. Comment ça s'est C'est manifesté quoi. c'est quand même assez rare. Ouais. C'est quand même assez rare parce qu'en fait, je sais très très bien faire semblant. Je sais vraiment très très bien faire semblant. J'ai appris, tu vois, j'ai appris toute ma vie à faire semblant que ça allait bien. C'est quoi un masque, c'est ça? Ouais, c'est un masque, ouais. C'est un masque, tu vois les gens et tu leur fais ouais, machin, c'est lourd. Et objectivement, enfin, genre, je suis capable même, genre, j'étais capable même dans mes phases de dépression de, de, de prendre du recul et de dire là, objectivement, ce que je fais, c'est bien. Tu vois, genre, c'était coup d'état, ça avance, machin. Je suis capable de prendre du recul et de dire objectivement c'est bien, par contre j'en tire aucune satisfaction. C'est qu'il y a un problème, tu vois. Le problème c'est que bah, je peux raconter ce masque là de objectivement c'est bien. Ouais, on avance, on fait de la croissance, on fait ci, on fait mi. Par contre moi dans ma vie ça va pas, mais je vais surtout pas t'en parler, tu vois. Et puis tu commences à voir quelqu'un, et puis tu t'ouvres aux gens autour de toi et tu te rends compte que leur parler sans le masque c'est quand même vachement plus intéressant humainement parlant. Mais ce masque, on est tous entraînés plus ou moins à l'avoir
moi je suis très très bon à la voir, et même genre je le garde devant le miroir, tu vois. Du coup je me regarde et je me dis bon c'est bon, tout va bien, et je mets les problèmes sous le tapis. Et je pense il faut surtout pas mettre les problèmes sous le tapis. Il faut se il faut se poser les bonnes questions et savoir affronter ses propres émotions, et ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage, et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné par rapport à ça, tu vois. Parce que je pense que vraiment il y a tant, mais tant de potentiel gâché à cause de problèmes comme celui-là. Ça me rend triste, tu vois. Et une fois la tristesse passée, ça m'énerve. Et une fois l'énervement passé, ça me donne juste envie de me battre et on fait coup d'état. De transformer ça quoi, en méga truc. Est-ce qu'il y a cette idée de fantasme de la carotte et une fois que tu as atteint la carotte, en fait, et bah, t'es un peu vide en mode ouais, bah qu'est-ce que je fais maintenant. Il y a toujours une autre carotte plus haute. Je crois, moi je crois que c'est comme ça que je fonctionne. Genre, il y a toujours une autre carotte. Et bon, je tire de la satisfaction dans plein d'autres choses, tu vois. Genre, ouais, mes relations et tout ça. Genre, je suis pas sûr que je continue à courir après la carotte éternellement. C'est de, ça reste une manière de mesurer la performance de ce que tu fais. Enfin, si on parle d'argent ou si on parle de trucs comme ça, tu vois, mais je crois que le chemin, pour être un peu cliché, le chemin est vraiment plus important que la destination, quoi. Et, et c'est la première fois depuis un moment que je me le dis pour de vrai et que j'y crois, tu vois. Genre, mais je pense que c'est vrai, et il faut apprendre à aimer ce chemin, parce que sinon tu passes ton temps à regarder la carotte et c'est pété, tu vois. Genre, tu vis pas, c'est naze. Enfin, je crois. C'est peut-être ça regarde que moi, tu vois, mais. Tu parlais de problèmes psychologiques qu'ont les gens. Tu sais que je pensais en voyant toutes vos vidéos sur internet et tout, votre notoriété, entre guillemets, que vous étiez inaccessible. Je me rends compte qu'au final, je me suis trompé, tu vois. Tu penses que les gens, du coup, ils s'imaginent que c'est inaccessible pour eux, les choses qu'ils veulent faire, et du coup, ils se bloquent. Ouais, probablement. Probablement. Enfin. C'est très difficile de faire une Ouais. généralité, tu vois. Genre, c'est pour ça que je réponds pas tout de suite. Pour certaines personnes, alors, du coup. Ouais, Ouais. pour certaines personnes, c'est certain. Après, pourquoi, comment. Enfin, tu sais, je parlais tout à l'heure du fait que ce soit un peu générationnel, qu'on nous dise qu'on est Ouais. spéciaux. Je disais ça à des potes hier soir et ils me disaient, mais non, pas du tout. Moi, on m'a jamais dit que j'étais spécial, tu vois. Et je pense que, ouais, t'es élevé dans une culture de la confiance en soi, de faire semblant à des trucs. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas, c'est une bonne question. Peut-être qu'effectivement il y a des gens qui se disent que c'est pas pour eux. Quand tu viens de milieux un peu défavorisés, c'est compliqué, tu vois. Moi, quand j'ai grandi dans une famille, certes, personne n'est entrepreneur, tout ça, mais on vivait pas mal, tu vois. Genre, c'était vraiment la classe moyenne de base, tu vois. Genre, on avait de quoi bien bouffer et partir en vacances une fois par an, c'était cool, tu vois. Donc effectivement, peut-être que je me pose pas la question et que je me demande pas si c'est pour moi ou pas. Je sais pas, il y a aussi, enfin, je pense qu'on m'a toujours un peu éduqué dans l'optique de va chercher ce que tu veux, tu vois. Genre, t'as le droit de prendre ce que tu veux, va le chercher. Ce qui est triste, c'est que je pense que c'est énormément lié au fait que je sois un mec. Que... Mais donc ouais, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas été éduqués dans cette optique-là et donc qui se mettent des barrières, effectivement. Et c'est compliqué de les casser, ces barrières-là, mais c'est possible. Parce que fondamentalement, tu peux aller chercher ce que tu veux. Genre, tu peux te donner les moyens de tes ambitions, tu peux construire les choses que tu as envie de construire. Il faut juste casser ces barrières-là et se rendre compte qu'elles ont été placées là par l'environnement, qu'elles ont été placées là par toi aussi, accepter que tu as fait tes propres erreurs et tes propres choix, mais que maintenant tu veux autre chose. Si tu veux vraiment faire quelque chose, accepte que tu te sois mis des barrières pendant un temps et accepte que tu aies envie de les enlever. Et que ça va être difficile de les enlever, mais que tu peux. Genre, je pense que c'est important. Du coup, réapprendre à apprendre, en fait, c'est ça Ouais. l'idée, quoi. Briser ces schémas et ces boucles qui sont. Bah ouais, il faut briser ces schémas parce qu'en fait, ils existent. Et c'est surtout ça, tu vois. Genre, c'est. Il y a une vraie différence entre le faire semblant que tout va bien et le régler ses problèmes pour que tout aille bien. Et régler ses problèmes, ça part d'un constat qui est ils sont là. Ils existent, ces problèmes, et on. Bah, qu'est-ce qu'on va faire pour les régler? Si tu pars du principe qu'ils n'existent pas et que tu les mets sous le tapis, c'est mort. C'est quoi qui t'énerve le plus dans ce milieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'énerve? Ce qui m'énerve le plus dans ce milieu, je crois que c'est le ratio homme-femme. Ça me rend ouf.
ça me rend ouf, mais c'est plus large que ça en fait. Genre c'est un truc vraiment sociétal, tu vois. C'est-à-dire quoi? Il y a plus d'hommes, c'est ça que t'es en train de dire? Dans l'entrepreneuriat, Ah. ouais, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, ouais. Genre mis en avant en termes de chiffres, de manière générale, mais en fait c'est un problème de société en général. Genre les hommes sont toujours plus mis en avant que les femmes, mais ça me rend ouf, tu vois. Et genre nous chez Coup d'État, c'est notre notre grande, je dirais honte. Bon, c'est peut-être pas ça le mot, tu vois, mais c'est que tu vas sur la page d'accueil de Coup d'État et t'as que des mecs blancs, quoi. Et vraiment, c'est terrifiant, tu vois. Et en fait, pourquoi? Bah parce que pour moi, c'était facile d'aller chercher des invités qui sont dans le réseau, pas très loin, que je connais déjà un minimum, etc. Et en fait, dans ce réseau, doit y avoir, pour 10 mecs, doit y avoir une meuf, quoi. Ou deux meufs, tu vois. Et c'est vraiment compliqué. Il y a des super initiatives, Sistership chez The Family, c'est trop bien. Gold Up maintenant, dont s'occupe Marine, c'est trop stylé. Enfin, il y a des initiatives de ouf qui permettent aux meufs de se rassembler entre elles et de juste créer un mouvement. Et tant mieux, tu vois. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a un combat à ce niveau-là. Et comme je te disais, moi, l'énervement se transforme vite en combat. Ça fait un moment que le combat féministe, j'essaie de le mener aux côtés des femmes et que j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice sur ça, tu vois. Ouais, je pense que c'est ça qui m'énerve le plus, ouais. Et que c'est et puis même, quand je dis que c'est un problème de société en général, c'est l'éducation qu'on fait aux petites filles, c'est genre ce problème-là de se mettre des barrières, je pense qu'il est encore plus fort chez les petites filles que chez les petits garçons. Euh, et puis il y a tout un spectre entre les deux, enfin bref, mais en tout cas, ouais, je pense que ça m'énerve vraiment. Et qu'il va falloir qu'on se batte pour qu'on arrête de croire qu'il y a un deuxième sexe, hein, pour citer de Beauvoir, quoi. Mais ça va, je vois ici à Jeux Family, il y a plein de filles autour là, même on est entouré, il y a des filles aussi, tu vois. Il n'y Ouais. a pas que des gars, tu vois. Il y en Du coup, a, ça change, il y tu en vois. a, il y en a plein, ça change, ouais. Et chez The Family, c'est un très bon exemple. C'est aussi pour ça que je suis assez fier de faire partie de cette communauté. Mais, mais c'est un combat, quoi. C'est un combat. Enfin, il y a eu des séances d'onboarding. Tu sais, chez The Family, ils onboardent chaque semaine 20. Enfin, non, pas chaque semaine. Toutes les 8 semaines, ils onboardent 20 nouvelles boîtes. C'est quoi Unburné pour ceux qui connaissent pas? Onboarder, c'est. Ils font un week-end dans un château où ils accueillent les nouvelles boîtes Ah, et ils leur ouais. expliquent le fonctionnement de The Family et comment ça fonctionne, tu vois. Le fonctionnement, comment ça fonctionne, tout ça. Et donc, je me souviens d'onboarding où il y avait 20 boîtes, 20 mecs. Et vraiment, c'était chaud, tu vois. On était là, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y a des super, encore une fois, initiatives. Genre, à la suite de ça, Émilie Marais, qui bosse chez The Family, a lancé une communauté qui s'appelle Caraba et qui est un regroupement de femmes entrepreneurs au sens large, tu vois. Et elles font des trucs ensemble, elles font des dîners, elles se soutiennent mutuellement et tout. Et je trouve ça génial, tu vois. Je trouve ça vraiment génial. Mais c'est un combat. C'est un combat qui est mené par The Family et par certains membres de The Family constamment. Et ça marche, comme tu dis. Il y a plein de meufs chez The Family et c'est stylé. Et il y a une certaine parité et tout. Mais la tendance n'est pas du tout à ça. C'est tout le temps un combat qu'il faut mener. Et je pense qu'un combat, il se mène avec un petit peu de colère, tu vois. Et vous êtes là, c'est heureusement. Bon, vous êtes là, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, certaines personnes le font très bien. Il y a des Genre, initiatives qui se lancent, quoi, c'est ça que je mais voulais oui, dire. oui, Ça- on fait des trucs, quoi. On fait des trucs. Après, je dis nous, chez Coup d'État, on commence à se battre là pour avoir plus de meufs mises en avant et que ce soit plus égalitaire, tu vois. On crée des rôles modèles. Enfin, on met en avant des rôles modèles chez Coup d'État. Il faut qu'il y ait des rôles modèles pour tout le monde. Genre, on peut pas avoir que des rôles modèles pour des hommes blancs en école de commerce, tu vois. C'est bien aussi, il en faut, tu vois. Et puis ça reste inspirant, machin. Mais pas que, quoi. Pas que, et ouais, chez The Family, il y a des gens qui ont des initiatives qui sont incroyables à ce niveau-là. Et j'ai envie de les remercier beaucoup, quoi. Genre, vraiment, c'est ouf. Valentin, du coup, on arrive aux dernières questions de ce podcast. J'aime bien demander aux gens c'est quoi tes 3 clés pour réussir. Mais cette fois-ci, Valentin, je vais te demander c'est quoi tes 3 clés pour ne pas réussir son projet, selon toi? Les 3 clés pour ne pas réussir son projet. Déjà, non, d'arrêter de tousser, non. Pour ne pas réussir son projet, je pense que le premier truc, c'est de lancer Enfin, on va parler d'un projet business, du coup, genre où Ouais. on veut faire du cash, tu vois. Si tu veux faire de l'art, c'est encore différent. Mais pour ne pas réussir son projet,
la première règle, c'est de s'isoler. Genre, si tu t'isoles et que tu ne parles à personne et que tu n'as aucune fenêtre sur le monde et que tu as l'impression que tu vas pouvoir créer un produit ou créer un service qui va être utile, enfin, que tout le monde va vouloir utiliser alors que tu n'as parlé à personne, tu te trompes. Genre, 100% des cas. Dans 100% des cas, si tu as parlé à personne et que ce que tu as en tête comme idée n'a pas été validé au minimum par une personne ou par une vingtaine de personnes qui ont une vraie utilité, un vrai désespoir et un vrai problème qui est réglé par ce que tu proposes, t'as rien. Donc déjà, t'isole pas, parle aux gens. C'est le job d'un entrepreneur. C'est d'observer le monde genre, et ensuite d'agir en fonction. La deuxième chose, si tu veux rater ton projet, c'est de passer du temps avec d'autres gens qui ont des idées de projet. Juste des idées. Genre, c'est un peu triste, c'est un petit peu égoïste, mais quand tu es dans un cercle de gens qui ne font que parler de leurs idées et qui n'exécutent jamais rien, qui ont plein d'idées constamment et qui n'exécutent jamais rien, qui ne lancent rien, il faut quitter ce cercle. Il faut quitter ce cercle, au moins un moment, quitte à y revenir après, peu importe, mais il y a un moment où il faut s'émanciper de ce cercle-là parce qu'il te tire vers le bas. Et que si toi tu veux accomplir des choses, il faut que tu sois dans un environnement où les gens te poussent à aller chercher ce que tu as envie de chercher. Je sais plus qui disait que tu étais la somme des 5 personnes que tu côtoyais le plus souvent, tu vois. Je pense que cette règle est vraiment importante et qu'il faut te poser la question. Genre, qui sont ces gens-là? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec eux? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre personnellement? Et est-ce que je suis entouré des bonnes personnes pour faire ce que j'ai envie d'accomplir? Choisir qui t'entoure en fait. Choisir qui t'entoure, complètement. Et le troisième truc, ça doit être... c'est compliqué, hein. Le troisième truc, ça doit être que... Je pense que un truc qui fonctionne vraiment pas pour lancer un projet et le faire grossir et que ça s'arrête pas et que ce soit en constant mouvement, c'est de peser le pour et le contre. Je pense que peser le pour et le contre, c'est une mauvaise idée. Genre vraiment. Genre, tu sais, je vois plein de gens qui me disent ouais, mais machin, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pesé le pour et le contre l'emporte, tu vois. Bah écoute, t'as envie? Ouais, bah go, tu vois. Genre arrête de peser le pour et le contre et vas-y. Ouais, mais si ça marche pas, bah ouais, encore une fois, on y est, quoi. Et en fait, quand t'es dans une situation où tu dois peser le pour et le contre, le fais pas, quoi. Genre moi, je m'entraîne, je me seuvre, tu vois, à juste pas peser le pour et le contre parce que j'ai cette petite boule dans mon ventre qui me fait stresser si jamais j'ai fait un truc qui est pas aligné avec qui je suis. Et j'écoute juste ça, j'écoute juste mon instinct en fait. Et si je trouve que ça a l'air bien et qu'il n'y a pas de raison émotionnelle pour laquelle je le ferai pas, j'y vais. Et je cherche pas de raison rationnelle, tu vois. Il y a peut-être un côté taré aussi en mode je plonge même si je fonce dans Mais le en mur. fait, de l'extérieur, t'es vu comme un Ouais. taré, ouais. Tu plonges et t'avances. Mais c'est inspirant. Et en fait, je pense que c'est comme ça que tu deviens un leader. Tu sais, genre, je rigole toujours parce que je suis un énorme fan d'Harry Potter. Genre vraiment, j'adore, quoi. J'ai lu les bouquins 3 fois. J'ai vu les films 150 fois. Genre vraiment, je suis un hardcore, tu vois. Et à chaque fois que je regarde les films, ce qui arrive régulièrement, je dis toujours la même chose à mes potes. Je dis, mais ces films, c'est une leçon de leadership gigantesque. Parce qu'en fait, Harry, il passe son temps, pendant tous les films, et les bouquins, quoi, pendant toute l'histoire, il passe son temps à ce qu'on lui dise, non, Harry, n'y va pas. Et Harry, il fait, ouais, il y va. Tout le monde est là, oh, il y est encore allé, il va falloir qu'on aille le sauver. Mais en fait, il rallie les gens à sa cause. Franchement, il est pas complètement teubé, mais pas loin, tu vois. Genre, si tu regardes Harry Potter 4 avec le prisme de il comprend rien, t'y crois, quoi. Genre, vraiment, il est là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces gens font de la magie autour de moi? Pourquoi ils parlent de ce truc, machin? On dirait qu'il comprend que dalle. Par contre, quand il y a des décisions à prendre, il réfléchit pas une seconde. Et t'appelles ça du courage, t'appelles ça de je sais pas quoi, tu vois. Tu peux appeler ça de la connerie, genre t'as le droit. Mais par contre, le fait est que tout le monde est réuni autour de Harry et que ça inspire les gens, en fait, les gens qui prennent des décisions et qui pèsent pas le pour et le contre.
Et évidemment qu'il y a des moments où il faut prendre du recul et peser le pour et le contre, mais pour te lancer et pour que ton projet marche, je pense qu'il faut au moins pendant certaines périodes pas peser ce pour et pas peser ce contre et agir quoi. Donc on a nos 3 trucs. Ça fait quoi? C'était Bien quoi? s'entourer, le premier. Alors non, le deuxième Non, c'est bien c'est s'entourer. le premier, c'était... Je m'en souviens plus. Le premier c'est parle aux gens, genre ne t'isole pas, parle aux gens, regarde le monde, observe le monde, entoure-toi correctement des gens qui vont te pousser à faire le truc que tu as envie de faire et arrête de peser le pour et le contre. Ça nous fait 3, merci beaucoup. Avec grand Est-ce plaisir. qu'il y a un thème que tu aurais aimé parler qu'on n'a pas abordé C'est ton moment, écoute, c'est au plaisir. Ouais, je sais pas. Non, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de trucs qui m'intéressent et qui me travaillent. Genre, parce que fondamentalement, ça me travaille toujours, tu vois, de savoir ce qui marche pas. Ça fait partie de mon job aussi, tu vois, d'essayer de théoriser un petit peu sur ce qui marche et ce qui marche pas. Non, je pense que si j'ai un espace d'expression libre, Oui. genre, je me permets d'insister encore sur la psychologie, tu vois. Genre, vraiment, la santé mentale, la psychologie. Normalement, normalement, j'en sais rien, mais enfin, moi je vais chez le dentiste une fois par an, tu vois, me faire un check-up. Il faut aller se faire un check-up de sa tête, quoi. Genre, c'est important. Genre, c'est comme ça que tu prends des décisions, c'est comme ça que tu avances dans ta vie, et je pense que c'est l'organe le plus important que tu as, c'est celui qui te rend libre. Si tu veux être libre, soigne ton cerveau, quoi. Soigne ton cerveau, soigne ta tête, soigne tes pensées, et vas-y. Genre, construis ce que tu as envie de construire. Tu sais qu'il y a même les psys qui vont voir des psys aussi, tu vois. Ah, mais tous Même les coachs ils vont sont voir des suivis, ouais. coachs, ouais, Ils sont sont tous suivis, suivis ouais. constamment. Mais parce que c'est. Ouais. Mais parce que pour le coup, eux, ils ont la pleine conscience de ce que ça implique, tu vois. Genre, c'est compliqué, il y a énormément d'informations qui passent tout le temps. Genre, évidemment qu'il faut des fois prendre du recul et parler à quelqu'un d'objectif et tout ça. Et vraiment, genre, je pense qu'on n'en parle pas assez, qu'il y a un tabou et qu'il faut casser ce tabou et il faut que les gens s'occupent d'eux encore mieux qu'ils ne le font, quoi. Je pense que le développement personnel n'est pas une solution à des problèmes psychologiques. Et des problèmes psychologiques, c'est pas. T'es pas fou. T'as des problèmes psychologiques qui sont liés à ton passé, qui sont liés à ton histoire, et il faut les régler. Sinon, t'avances pas, t'es coincé, genre, c'est terrible. L'introspection, quoi. Apprendre à savoir qui on est, pourquoi, du coup. Ouais, mais je pense que c'est difficile de le faire tout seul. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, Valentin? Alors, où est-ce qu'on Balance peut me comme retrouver? information. Le mieux, c'est d'aller sur coudeta.co, donc KOUDETAT.co, où là, tu peux t'inscrire et t'as tous les épisodes des saisons, des séries qu'on produit. Il y a des nouveaux trucs qui vont arriver bientôt, c'est assez ouf. Donc ça, première chose. Après, je suis sur Instagram, donc c'est Valentin Richard, je crois, RCHRD, un truc comme ça. Je poste des conneries en story et des photos de moi où je me trouve BG dans mes trucs, voilà, hein. Instagram, quoi. Non, et puis sur Facebook, il y a toujours un moyen de me contacter sur LinkedIn, etc. Et s'il y a besoin de parler d'un projet, s'il y a besoin de parler d'un parcours et que j'arrive à prendre le temps pour le faire, écrivez-moi, c'est avec grand plaisir. Et aussi, coup d'état, aussi, vous lancez une nouvelle formule aussi, un nouveau... Ouais, là avec Coup d'État, on lance Yes. une nouvelle formation payante qui s'appelle Anyone Can Scale, et où en fait on accompagne des business PME, boîtes de services, etc. à trouver des modèles qui scale pour qu'ils puissent aller chercher plus de croissance. Ça, on le lance, on a lancé les précommandes il y a un mois et on va lancer les premiers épisodes d'ici quelques semaines. On n'a pas encore de date définie. Et en plus de ça, on a la saison 2 de Coup d'État Entreprendre qui, elle, est gratuite pour le coup, où on parle de la création d'un produit, enfin où je parle en fait de la création d'un produit, et de A à Z. Genre de comment tu fais pour observer le marché et parler aux gens correctement, à comment tu fais pour créer la première version de ton produit, à comment tu itères, jusqu'à comment tu délègues ça à une équipe. Donc là, on a une saison 2 entière qui va parler que de ça. Donc voilà, go sur coudeta.com. Yes. Et vous êtes partout aussi, YouTube, Spotify, tout ça, c'est très... Yes, YouTube, c'est très Spotify, large, Apple quoi. Podcast, Instagram aussi, coudeta.co. Enfin voilà, il y a plein de promos. Tu tapes coup d'état sur Google, tu vas trouver plein de choses. Je te laisse le dernier mot, du coup. Le dernier mot, merci à toi de faire ça, parce que je pense que c'est important de créer du contenu et de rassembler des points de vue
genre je serais ravi qu'il y ait des gens qui viennent et qui contredisent parfaitement ce que je dis ou qui apportent plus d'infos et qu'on enrichisse ça, parce que je pense que c'est la beauté de cette collectivité et d'internet et des mouvements qu'on peut créer en ce moment, c'est que on a tous le droit à la parole, on a tous le droit de s'écouter, et les gens comme toi qui donnent l'opportunité aux gens de parler et de s'exprimer et de peut-être inspirer un peu d'autres gens, ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, ciao. Retrouvez le podcast La Vraie Liberté tous les vendredis à 17h sur lavrailiberté.fr et sur vos plateformes de podcast préférées.